Introduction. Un constat, un combat. Dans un monde où une information en chasse une autre, et de crise en crise, toujours ramé dans le présent, bienvenue dans la zone libre pour prendre un peu de hauteur. Dans une société de plus en plus dysfonctionnelle confinée dans la dystopie, pour éviter le pire, un constat, un combat. Aujourd'hui, en partenariat avec la revue Disruption, un nouveau lundi noir, la crise de la bourse japonaise. Bonjour Alexandre. Salut à tous, merci pour l'invitation. Donc, on est très heureux de t'accueillir aujourd'hui, mais vu que nous deux on se connaît depuis un certain temps, mais que nos spectateurs sans doute ne te connaissent pas malgré ton CV plus que chargé, je vais te proposer de faire une petite présentation de ton travail en tant qu'économiste, et puis après on pourra passer au sujet du jour. CV plus que chargé, j'en sais rien, mais je pense que la présentation, elle est importante pour comprendre quelle est ma légitimité pour parler de ce sujet. C'est que j'ai horreur des gens qui parlent de ce qu'ils ne connaissent pas. Et en fait, quand j'ai été recruté dans le fonds d'investissement où je travaille maintenant comme chef économiste, il n'y avait pas de section macro. Et c'est moi, en fait, qui ai créé cette partie macro, qui ensuite a aspiré quasiment 100% de mon temps. Mais au tout début, je bossais beaucoup plus sur la construction d'algorithmes de carry trade. Et le carry trade, c'est un peu un des gros déclencheurs du gros sell-off, de la petite crise qu'on a eue sur les marchés financiers euh, lundi dernier. Et donc, voilà, c'est un sujet que, sans avoir vraiment une énorme expertise sur le sujet, j'ai quand même une expérience du schmilblick. Donc, voilà. Voilà, donc on te remercie de nous accorder de ton temps pour parler des sujets. Donc, on va faire un petit rappel. Donc, comme peu de gens le savent, parce que ça a été assez peu médiatisé de ce qu'on a pu en voir dans la presse mainstream, le 5 août, on a eu une chute au Japon de la bourse du Nikkei, avec une chute de 12,4%, et ce qui a été partagé dans plusieurs médias comme étant une chute qui n'avait jamais été vue depuis la récession Yakuza. Donc, pour ceux qui ne voient pas, c'est l'indice boursier japonais. Et suite à des annonces du gouvernement selon lesquelles ils allaient augmenter les taux d'intérêt, enfin les taux directeurs de la Banque centrale, vous avez eu conséquence là. Alors encore une fois, n'étant pas économiste, je vais laisser Alexandre vous expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants, et surtout le contexte dû par exemple à la fin de la politique qui au Japon était appelée les Abenomics. Alexandre, je t'en prie. Alors, voilà. Donc, déjà, premièrement, la crise de lundi dernier, elle a surpris un petit peu par son amplitude, mais elle n'a pas vraiment surpris. C'est-à-dire que quand moi je me suis réveillé, que j'ai vu les marchés japonais en free fall, je ne suis pas tombé de ma chaise. C'est un truc qui se passait depuis quelques semaines où vous aviez une hausse du yen, une baisse des marchés boursiers, du fait de, vous l'avez dit, la réversion des Abenomics. Alors, qu'est-ce que c'était les Abenomics? Mais en fait, les Abenomics, c'est un épisode dans une politique qui a cours au Japon depuis très longtemps, depuis depuis les années 90. C'est-à-dire que le Japon, il est entré dans une phase de quasi-inflation zéro, toujours au bord de la déflation, parfois même un petit peu en déflation. Et curieusement, leur politique économique, elle s'est orientée vers le fait d'essayer de stimuler, d'augmenter l'inflation, une politique de reflation, pour éviter de tomber complètement dans la déflation, qui serait probablement pire que la crise d'inflation, étant donné leur fort niveau de dette publique. Donc les Abenomics, vous aviez plusieurs flèches, à l'époque on disait ça, et notamment l'un d'eux, c'était la politique monétaire expansionniste, qui était supposée stimuler l'inflation dans le cadre de cette politique de reflation. Et donc le Japon a été un des pionniers des taux bas, du quantitative easing. Ensuite, il faisait du contrôle de la courbe des taux, c'est-à-dire que la Banque du Japon disait, bon voilà, on va
mettre les taux à 10 ans à 0, et si les taux à 10 ans se décollent de 0, on achètera tout ce qu'il faut, autant d'obligations nécessaires pour que les taux retournent à 0. Quand vous avez une signalisation aussi forte de la part de la Banque centrale, voilà, les taux de marché, ils sont vraiment autour de la valeur indiquée par la Banque centrale. Et donc, c'était vraiment l'exemple de la Banque centrale avec une politique expansionniste, on va dire pro-croissance si on est pour, laxiste si on est contre. Voilà, c'était vraiment les porte-étendards de la politique monétaire expansionniste, parce que ils n'avaient pas trop à faire face aux inconvénients de ce genre de politique. Le Japon était toujours, je le disais, proche de la déflation, et donc il n'y avait pas spécialement les problèmes que peut créer cette même politique dans d'autres pays. Alors le Japon est en déflation pour tout un tas de raisons, hein. Par exemple, au niveau de la culture, hein, nécessairement, il y a des revendications salariales moins fortes qui génèrent moins de pression inflationniste, une inflation qui est structurellement, de manière très inertielle, autour d'un niveau très bas. Et donc voilà, donc le Japon vivait comme ça pendant plusieurs décennies. Sauf que le problème, c'est que quand de l'autre côté, vous aviez des politiques monétaires aussi laxistes, ça ne posait pas de problème. Sauf que quand a surgi la crise d'inflation aux États-Unis et en Europe, et que la Fed, par exemple, a commencé à remonter ses taux, il y a une sorte de divergence assez forte entre la politique japonaise et américaine. Et nécessairement, ça affaiblit le yen, parce que d'un côté, vous avez une politique de taux bas, de l'autre côté, une politique de hausse rapide des taux d'intérêt. Forcément, il y a une des monnaies qui se valorise et une monnaie qui se déprécie, le yen. Et le souci, c'est que pendant toutes ces décennies de taux très bas, s'est mis en place des opérations qu'on a appelées le carry trade. Et le carry trade, c'est une opération qui consiste à emprunter des monnaies qu'on dit monnaie de funding, des monnaies qui sont faibles ou avec des faibles taux d'intérêt, et d'utiliser les fonds pour investir dans des monnaies qui rémunèrent plus et qui ont tendance à se valoriser. Par exemple, typiquement ici, nous, ce qu'aurait fait notre modèle à l'époque, c'est vendre des yens à découvert et acheter des réals brésiliens, des reais. L'avantage de l'opération, c'est que vous gagnez les taux d'intérêt en reais, qui sont aujourd'hui de 10,5%, et le coût de votre emprunt, il est de, on va dire 0,5, c'était le coût que vous payez sur les emprunts en yens. Donc vous gagnez le différentiel d'intérêt, 10%. En plus de ça, si la monnaie dans laquelle vous empruntez, le yen, se dévalorise, finalement, votre dette, elle perd de sa valeur. Donc finalement, c'est double bénéfice. Et donc, c'était des stratégies assez payantes, hein, qui avaient des bons résultats. Le souci, c'est que avec la crise d'inflation qui a aussi touché le Japon, et notamment donc avec cette divergence de politique monétaire, eh bien, vous avez eu une forte dévalorisation du yen. Et là où le yen pouvait se permettre d'avoir de fortes dévalorisations dans les décennies antérieures, là, on n'est plus dans le même contexte. On est dans un contexte où l'inflation est forte dans le monde et au Japon également. Là où ils luttaient pour maintenir l'inflation au-dessus de 0, l'inflation au Japon actuellement, elle est de 2,8. Donc, ce n'est pas énorme, mais c'est au-dessus de ce que connaît la France actuellement, par exemple. Et donc, la Banque centrale, elle a dû réagir parce que la monnaie était vraiment en train de baisser de plus en plus. Et ils ont décidé de normaliser la politique monétaire et de la normaliser, c'est-à-dire augmenter les taux d'intérêt et de l'augmenter un peu plus que prévu. Et cette surprise, dans un pays qui n'avait jamais, qui avait laissé les taux
à zéro pendant très très longtemps, a généré un fort mouvement d'appréciation du yen. Le souci, c'est que tout ce carry trade, hein, eh bien, les dettes sont en yens, mais alors, si quand le yen baisse, votre dette, ce que vous avez emprunté, perd de sa valeur, là, c'est le contraire quand ça monte. Et donc là, vous avez subitement des stratégies qui ont commencé à perdre énormément. Et, donc, les investisseurs ont fermé leur position, pour limiter la casse, ou alors ils faisaient face à des margin calls, hein, c'est quand vous investissez sur des produits dérivés, vous devez payer sur un compte votre marge, c'est-à-dire que chaque fois que vous avez un résultat négatif, vous devez remettre au pot. Et donc ces appels de marge ont provoqué une sorte d'effet contagion dans les marchés financiers, parce que quand vous devez payer un appel de marge sur une position, allez, on va prendre un truc complètement différent pour être plus simple. Si vous vendez à découvert des produits, des futurs sur le prix du jus d'orange, et que le prix augmente, alors que vous vendiez à découvert, vous espériez que ça baisse, tous les jours, le résultat de votre position, vous devez apporter en margin call. Et si vous avez des investissements, par exemple, dans l'or physique, même si l'or physique se porte bien, que vous avez une bonne opinion sur ce placement, vous allez être obligé de liquider cette position en or pour payer les margin calls sur le jus d'orange. Donc, à partir du moment où il y a beaucoup d'appels de marge, ça fait des effets un petit peu de contagion, de panique, un petit peu tous les marchés, sans vraiment qu'il y ait une raison. Tout baisse sans raison autre que celle de cette contagion. Pour avoir une idée de la rapide détérioration des performances du carry trade, par exemple, là, on a eu un discours du président de la Banque du Brésil ce matin, où la Banque centrale du Brésil avait publié un exercice pour voir le rendement accumulé des stratégies de carry trade en 2024. À la mi-mai à peu près, on était sur des stratégies qui, si on prend toute monnaie, stratégie globale, qui était autour de 10% de rendement accumulé depuis janvier, ce qui est pas rien. Et en quelques mois, depuis mi-mai, c'est des stratégies qui est passé à moins 10. Donc en fait, vous avez sur le même portefeuille, il a baissé en valeur de 20%. Et donc voilà, c'est vraiment quelque chose de 10%, pardon, je fais une confusion, de 10%. Donc voilà, c'est vraiment des stratégies qui étaient assez gagnantes et qui se sont retrouvées dans le négatif très rapidement. Par contre, et ça c'est important de noter, la dégradation, elle date pas de lundi, quoi. C'est pas un crack qui explose comme ça au plein jour. C'était une lente détérioration depuis le mois de juillet pour les portefeuilles carry trade des monnaies du G10. Et pour les monnaies émergentes, c'est une lente détérioration depuis le mois de juin. Donc voilà. Et alors, comme vous avez une valorisation importante de la monnaie, vous avez, en plus des effets de contagion, vous avez une baisse du Nikkei, que vous avez parlé juste avant, qui a une très très mauvaise séance et qui ensuite a fortement récupéré, mais qui est quand même dans le négatif. Voilà. Est-ce que tu as une question pour rebondir sur ce que je viens de dire, essayer d'orienter? Encore une fois, chers spectateurs, ne vous inquiétez pas. Alexandre est un économiste de profession, donc c'est normal si c'est un petit peu dur à suivre. Mais pour résumer, en fait, de ce que vous nous expliquez, cette baisse
n'est pas le fruit d'une crise ponctuelle. C'était un procédé qui remonte quand même à quelques temps, qu'avait mis en place la Banque centrale du Japon et qui était prévu de par un revirement de la politique économique. Bah, en fait, c'est-à-dire que le revivement de la politique monétaire, il était prévu. Il a été un petit peu plus fort que espérait le marché. Mais je ne pense pas que la Banque centrale du Japon s'attendait à ce que ça fasse autant de réactions. Et d'ailleurs, dans les récents commentaires des membres de la BOJ, la Banque du Japon, vous sentez qu'ils ont dit « Ah mince, on a trop resserré, on va attendre un petit peu pour continuer à faire le resserrement de la politique monétaire, on va attendre que ça se calme. » Mais clairement, je ne pense pas qu'il l'avait anticipé. Probablement, les effets étaient connus, mais pas dans cette intensité. Voilà, c'est pas que ça serait aussi. D'accord. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a vraiment une accélération des portfolios de carry trade ces 2 dernières années parce qu'il y avait cette divergence de politique monétaire entre un Japon qui faisait rien et les États-Unis qui augmentaient très fortement. Alors, je pense qu'on va parler un peu plus tard de pourquoi ça a eu un effet sur les États-Unis, mais je veux juste que les gens comprennent qu'en économie, en fait, rien n'est gratuit. En fait, il n'y a pas de solution magique et on arrive, ça va créer des millions d'emplois. Enfin, non, ça n'existe pas. En fait, en économie, on a souvent le choix entre que des mauvaises solutions et on prend la moins mauvaise. Et ça, vous savez, souvent on vous dit oui, mais c'est pas grave, on va financer la dette de la France ou la dette de je sais pas quel pays en faisant marcher la planche à billets, en monétisant la dette, et ça n'a aucune conséquence. Si, ça a des conséquences. Alors dans le cas du Japon, ça a mis longtemps à éclore parce que c'était un pays un peu spécial d'un point de vue des structures économiques et culturelles. Je pense qu'on peut tous s'accorder sur dire que la culture japonaise, c'est une culture qui a peut-être beaucoup de singularités. Par exemple, si on prend la culture brésilienne, elle est différente de la culture française, mais on n'est pas si lointain. Alors que la culture japonaise, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup de singularités. Et donc, ça a expliqué pourquoi ça a mis longtemps. Mais la crise qu'il y a eu, c'est vraiment une conséquence de ces politiques laxistes sur le point de vue monétaire. Tout a un prix, en fait. Il n'y a pas de formule magique, de choses qui seraient évidentes et qui n'auraient pas de conséquences. D'accord. Donc, maintenant que vous avez fait les causes de cette incidence boursière, on va aller vers, comment dirais-je, l'expansion de cette crise parce que le même moment, le 5 août, on a eu, et là je vous dis, je vais me rapporter aux chiffres qui ont été fournis par les médias économiques officiels. Je vous dis, c'est The Economist, le Times, etc. Je suis resté sur des médias traditionnels pour ça. Alors, au même moment, pendant que vous avez eu cette crise du Nikkei au Japon, vous avez eu la Nasdaq qui est, alors pour les profanes, c'est la bourse des hautes technologies aux États-Unis. Alors, Alexandre, n'hésitez pas à me couper si je dis une sottise, mais cette bourse-là qui est basée sur les hautes technologies, en fait, le 5 août, elle a perdu 3,4% de son indice. Et in extenso, vous avez eu par la suite une chute du Dow Jones, qui est l'autre bourse, la New York Stock Exchanges bourse, qui, elle, a connu une chute de 2,8%. Donc, déjà, pourquoi est-ce que la chute du cours japonais a entraîné cette crise d'abord du Nasdaq, puis ensuite du Dow Jones? Et quels sont les liens entre l'économie américaine et l'économie japonaise sur le plan financier, sur le plan de l'économie plus concrète? Alors, premièrement, il y a cet effet contagion dont je parlais. Vous avez les margin calls, vous vendez ce que vous pouvez vendre. Et donc, il ne faut pas forcément chercher une explication. Juste le fait que tout le monde ait besoin de vendre à un certain moment, enfin tout le monde, beaucoup ait besoin de vendre à un certain moment, ça crée ça crée cette baisse. Mais il y a un truc plus structurel, on va dire, c'est que le carry trade, c'est souvent associé aux monnaies, mais pas forcément.
Et ces derniers temps, ce qu'on avait constaté, c'est qu'il y avait une corrélation de plus en plus forte entre les actions qu'on appelle les 7 magnifiques. C'est toutes les entreprises de tech, Nvidia, Google, Apple, aux États-Unis. Nvidia, Meta, Alphabet, Amazon, Apple, Tesla et Microsoft, voilà, pour les lister. Et il y avait une corrélation de plus en plus forte entre le cours des actions de ces 7 magnifiques et le yen. Pourquoi ? Parce que probablement un des actifs vus comme haut rendement dans lesquels les gens vendaient en yens, vendaient des yens à découvert et ils plaçaient dans ces actions des 7 magnifiques. Et ce qui a créé une forte corrélation entre la chute du yen et les valorisations de ces actions. Et pour avoir une idée de la performance, la performance accumulée des actions des 7 magnifiques en comptant les dividendes, elle avait, depuis janvier 2023, elle a dépassé 200%. Elle avait dépassé 200%. Et donc, depuis le début du mois de juillet, alors ça dépend, pour certains c'est juin, d'autres juillet, on était dans un processus en fait de dégonflement de cette bulle. Alors, dégonflement un peu timide, mais il avait cours, et en parallèle de la valorisation du yen. Donc, c'est-à-dire que la faiblesse du yen avait permis aux gens de s'endetter en yen et d'investir dans ces 7 magnifiques. Et la force du yen, elle dégonflait la bulle des 7 magnifiques. Et là, subitement, il y a eu une aggravation. Et pourquoi il y a eu une aggravation ? Parce que vous avez eu plusieurs données assez mauvaises, notamment une augmentation du chômage aux États-Unis, qui ont créé un climat de peur de récession aux États-Unis. Alors, c'était pas du tout fondé. C'est-à-dire que clairement, oui, il y a un problème de ralentissement de l'activité aux États-Unis. Les données sur le marché du travail sont probablement surestimées. La réalité est en dessous de ce que enregistrent les statistiques officielles. Mais alors ça, c'est un autre débat assez long. Mais clairement, donc, il y a eu plusieurs warnings sur une activité qui ralentit fortement aux États-Unis. Et donc, ça a créé une sorte de panique. Si on met la fin du carry trade, le dégonflement de la bulle et ce sentiment de récession. Et c'est ce qui a provoqué cette forte baisse. Alors là, c'est ce que je vous ai dit sur le Japon et sur les États-Unis. En fait, c'est deux contextes qui rentrent en collusion et l'un renforce l'autre. C'est-à-dire que probablement, s'il n'y avait pas eu ces données très mauvaises aux États-Unis, probablement que la bourse de Tokyo n'aurait pas autant chuté. Et si la bourse de Tokyo n'avait pas autant chuté, ça n'aurait pas eu cet effet de contagion sur les États-Unis. Vous voyez, c'est un peu l'œuf ou la poule. Tout a un lien sur tout. C'est difficile de séparer les choses. Assez rapidement, dans la matinée, vous avez eu des bonnes données économiques aux États-Unis, au-dessus de ce qui était attendu. Et donc, je parle dans la journée de lundi, ce qui a un peu limité les réactions, notamment parce qu'en fait, on est au mois d'août, donc tout le monde est en vacances. En plus, la liquidité est faible en début de journée avant l'ouverture aux États-Unis. Vous aviez les marchés futurs sur les taux d'intérêt de la Fed qui servent à prévoir. Voilà, quand on dit oui, le marché s'attend à 50% de chances que la Fed baisse ses taux d'ici juin. En fait, vous prenez les prix futurs, calculez les probabilités. En fait, ça a l'air compliqué, mais en fait, c'est assez simple. Et en fait, les marchés ont commencé à pricer des baisses en urgence de la Fed, et notamment une baisse entre les réunions. C'est-à-dire que normalement, la Fed, elle coupe ses taux pendant les réunions. Et là, les marchés pensaient que c'était tellement grave que la Fed allait faire une baisse de taux hors meeting. Ce qui n'a jamais vraiment été, d'après moi, sur
sur le tapis. Je sais que j'ai vu une vidéo de youtubeurs qui analysaient l'économie, qui parlaient que la Fed s'était déjà réunie en urgence à ce sujet-là pour baisser les taux, ce qui n'était pas vrai, hein. Mais voilà, les baisses de taux entre les meetings de la Fed, c'est très peu probable, et ça n'arrivera jamais, ou alors enfin jamais pour une situation de cette ampleur. Ça arrivera pour un truc vraiment très très grave, parce que quand la Fed elle coupe ses taux en panique, en fait, elle additionne à la panique ambiante. Si vous êtes en train de vendre vos actions et vous voyez que la Fed panique elle aussi et commence à baisser ses taux, vous dites, ah mais donc j'ai raison de vendre parce que la Fed baisse ses taux hors réunion. Donc en fait, c'est vrai que c'est très grave. Donc il faut que je vende. Et donc ça peut créer plus de volatilité qu'autre chose. Et en fait, très vite, dans la matinée, les choses se sont relativement normalisées. Dans les jours suivants, et voilà, c'était un gros coup de chaud qui était beaucoup dû au fait que c'était dans la nuit, horaire asiatique, que c'était au mois d'août. Et très rapidement, on est revenu un petit peu à la raison et les conditions un peu sous-jacentes, le carry trade qui est en train d'être démonté sont toujours là. Mais clairement, voilà, c'était un énorme coup de chaud, mais c'était pas une crise financière. Alors voilà, c'est pour ça que c'est que on m'a demandé de faire des vidéos le jour même, des trucs. Je dis non parce qu'en fait on sait pas trop. Enfin, si ça se trouve c'est rien du tout. Donc voilà, il faut pas trop arriver et crier c'est l'effondrement. On vous l'avait bien dit. Au pire, enfin voilà, c'était une journée de solde, c'est-à-dire ceux qui avaient du cash. Ils ont fait des bonnes affaires et puis ça reprend. Voilà. Donc, pour résumer, un effet de panique et encore une fois, ne jamais sous-estimer les paramètres sociaux et tierces à l'économie en prenant bien entendu le temps d'analyser pour se prononcer. Ouais. Surtout que, bon, je sais que sur YouTube, vendre l'apocalypse économique, c'est un peu un passe-temps, quoi, ou un gagne-pain pour beaucoup. Donc voilà, il faut faire attention, on ne sait pas trop. J'ai discuté avec un député par WhatsApp, il me disait, alors c'est pas trop grave. Je dis, en fait, en théorie non, mais peut-être, on ne sait jamais. Cette crise, elle peut réveiller une autre crise qui dormait, que personne n'avait vue. Mais en général, les crises, elles n'arrivent jamais là où on les attend. D'accord. Mais j'aurais une question par rapport à ça, c'est-à-dire que maintenant qu'on a fait un peu le constat et l'analyse des interactions économiques, etc., des points de vue, c'est-à-dire que donc on est sur une micro-crise qui a une origine étatique, c'est-à-dire qu'en fait c'était une politique qui était mise en place, plus un léger mouvement de panique, avec d'autres paramètres comme le décalage horaire, etc., et la situation de l'emploi aux États-Unis. Mais donc, pour l'Asie, qui est actuellement un peu le moteur de la croissance mondiale, quelles conséquences? Quelles conséquences pour les États-Unis à court et moyen terme? Et par là, vous s'entendrez sûrement la question des présidentielles américaines. Et enfin, quelles conséquences pour nous, Européens de l'Ouest? Alors, je vais commencer par nous, hein, comme ça c'est plus simple. En fait, vous avez une sorte de un peu de détonateur qui a fait qui a un peu changé l'humeur des marchés, mais c'était un peu c'était en cours. Mais vous avez clairement, on s'est dit bon alors en fait la Fed elle va couper ses taux plus que prévu, et peut-être que l'activité économique mondiale elle va ralentir plus que prévu. Et donc dans cette optique là, vous avez les taux d'intérêt sur les marchés qui ont cédé pas mal. Par exemple, là, je vais vous prendre le taux à 10 ans de la France. On a baissé. Alors, on est presque au niveau maintenant. On est presque au niveau où on était avant le crack. On a récupéré sur la dernière session. Mais globalement, ça a provoqué un mouvement de tassement des taux.
qui va permettre, en fait, qui va donner un peu d'air sur les questions de soutenabilité de la dette en France, par exemple. Parce que la France, avec un peu tout ce qu'on a eu autour de la crise politique, de la dissolution, on avait et puis surtout du fort déficit budgétaire, on avait des spreads de taux qui se tendaient en fait en France. Et actuellement, on est un pays qui emprunte légèrement plus que le Portugal. Et alors, notre dette, elle devient plus risquée que les autres, mais comme le niveau des taux a tendance à baisser, en fait, ça fait qu'on est pire que les autres, mais globalement, tout le monde est un peu meilleur. Donc, c'est-à-dire que notre charge de la dette augmente peut-être un petit peu moins que ce qu'on aurait pu le penser du fait de la baisse du niveau général des taux. Donc ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est que il y a beaucoup de marchés émergents qui souffrent parce que c'était une destination première des carry trades. Short le yen, on achète du réal brésilien, par exemple, ou du peso mexicain. Et dans les pays émergents et les BRICS, il y a eu beaucoup de pays ont souffert un petit peu de cette situation. Et la crise du carry trade, ça donne un petit peu une bouffée d'air. C'est-à-dire que nous, ici au Brésil, on était à 2 doigts de monter les taux parce que la fin du carry trade, ça faisait dévaloriser notre monnaie. Et en fait, le fait que la crise arrive si vite et que la BOJ dise attention, on va voir comment ça se passe avant de continuer de monter les taux, ça a permis une dévalorisation du yen, et qui a permis à beaucoup de monnaies émergentes de souffler un petit peu. Le souci, c'est que en fait, la BOJ, elle va donc interrompre sa normalisation monétaire et donc potentiellement, elle crée les conditions pour un retour du carry trade, en force du carry trade. C'est compliqué parce que du coup, les marchés vont pas voir ces opérations comme aussi peu risquées qu'avant. Et donc, faut voir ça. Mais voilà, donc les pays émergents ont clairement toussé, y compris des pays qui faisaient des opérations avec d'autres monnaies de funding. Par exemple, l'Inde, ils utilisaient le yuan chinois comme monnaie de funding. Là aussi, l'Inde a pas mal souffert. Je prends le temps de parler de cette question des BRICS qui était vraiment un des piliers du système du carry trade parce que il y avait une monnaie faible avec des taux faibles d'un côté, mais il fallait des monnaies avec des taux d'intérêt très élevés de l'autre côté. Et ces monnaies à fort taux d'intérêt, c'était les monnaies des pays émergents. Et donc les pays émergents faisaient vraiment partie intégrante. C'était vraiment un des piliers du système du carry trade. Et pourquoi je le dis, parce que je critique beaucoup de monde, mais je cite personne, mais les gens reconnaîtront peut-être les thèses qui sont défendues. Mais j'ai vu dans d'autres vidéos des gens qui disaient oui, mais finalement, les BRICS ont été très peu impactés par cette crise du carry trade parce qu'en fait, c'est une crise de la finance occidentale et les BRICS sont dans un nouvel ordre mondial. Non, et ça, c'est du bullshit total. On a été super impactés. Voilà, les BRICS sont un des piliers de ce système. Sinon, tu disais pour l'Asie. Franchement, c'est surtout pour le Japon, j'ai envie de dire. La Chine, elle a d'autres problèmes plus complexes et c'est un peu en dehors de ce sujet-là. Mais le Japon, la question, c'est est-ce que finalement, ils n'arrivent pas à normaliser leur politique monétaire et qu'est-ce qui va advenir de l'inflation japonaise parce que du coup, elle est à 2,8 et donc elle est au-dessus de l'inflation dans la plupart des pays développés. Donc finalement, on va être dans une situation où le Japon, c'était le bon élève entre guillemets, le bon élève de l'inflation. Et là, ça va être le mauvais élève. Donc avec une inflation qui
potentiellement reste très élevé. Et ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème parce que du coup, ils devraient normaliser leur politique monétaire, mais ils n'y arrivent pas. Il faut aussi savoir que le Japon est très, très, très endetté, avec de gros déficits publics, et donc ils sont un peu bloqués. Voilà, ils sont un peu esclaves de leurs dettes. Encore une fois, hein, ceux qui montraient le Japon comme exemple, vous voyez, il n'y a pas de repas gratuit, il n'y a pas de pays merveilleux qui s'en sort formidablement bien en économie. La phrase, il me semble, d'origine, c'est There is no free lunch. Ouais, voilà, c'est ça. Mais donc, si je comprends bien, en fait, on n'est pas face au grand tsunami financier qui va massacrer les dauphins et les bébés baleines, mais simplement à un sursaut économique et un réajustement. Voilà. J'ai envie de dire, s'il y a des gens qui arrivent à identifier les causes que personne ne voit vraiment d'un effondrement économique, ils peuvent shorter la bourse et ils seront millionnaires bientôt, il n'y a pas de souci. Mais pour l'instant, on ne voit pas trop le signal de cette baisse, quoi. D'une baisse, pardon, Mais, de cet effondrement, quoi. mais au sein, parce qu'on a, enfin, c'était assez drôle à constater, mais d'un côté, enfin, je dis, on a quand même lu pas mal d'articles de presse, tant européenne qu'américaine, et allant du mainstream à l'alternatif Internet. Et à chaque fois, en fait, c'est ce qui était très drôle à constater, c'est que pour certains, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien à voir. Et pour d'autres, c'était l'apocalypse. Mais c'était pas entre les mainstream qui disaient tout allait bien et les alternatives qui disaient on va tous mourir. C'est qu'en fait, tout le monde soufflait un peu le chaud et le froid sans jamais vraiment poser d'arguments comme ça a été le cas durant votre explication. Ouais, mais parce que là, on est une semaine après. C'est très difficile. C'est que j'ai un truc, c'est que je prends un autre exemple, mais issu de ma vie professionnelle. Euh, la banque centrale du Brésil, elle rend ses décisions le mercredi. Et le mardi suivant, elle publie le compte-rendu de sa réunion. Et alors, le jour où elle rend sa décision, elle fait un petit communiqué. Et ensuite, elle explique réellement ses décisions une semaine après. Et souvent, je dis aux gens, mais arrêtez de surréagir alors que vous avez juste le petit communiqué. Parce que si ça se trouve, tout ce que vous dites, en fait, vous êtes complètement à côté de la plaque. Et quand vous aurez l'explication de la décision, ce sera totalement différent. C'est un peu ça. En fait, il ne faut pas surréagir. C'est-à-dire, quand tu as quelque chose, il faut attendre, il faut voir, il faut analyser. Et c'est vrai que à la fois dans les médias, bon, c'est des médias journaliers, et bon, c'est des journalistes qui n'ont pas forcément d'expertise sur les questions sur lesquelles ils écrivent. On ne citera pas votre petit bouc émissaire du moment, hein, bien entendu. C'est qui? Or, vous savez, une certaine personne avec qui vous êtes un peu écharpé sur vos réseaux sociaux, sujet d'analyse un peu bancale. On a le droit de citer ça, on a le droit de Non, citer non, les non, noms. non, non, mais Ah d'accord. c'était un On gentil attaque clin personne, d'œil. on attaque personne, on attaque personne. Non, 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 on est sympathique, discipliné et des gens de bonne compagnie. Non, mais en fait, je parlais pas de ça, je parlais plutôt du journaux mainstream. Alors après, sur les questions de YouTube, c'est différent. C'est-à-dire que sur YouTube, il faut faire attention parce que souvent, il y a des gens qui vont s'improviser analystes. Et alors là où les gens qui travaillent sur le sujet, ils ont déjà du mal à comprendre la question. En plus, donc vous allez avoir des gens qui sont outsiders, qui n'ont pas forcément d'expérience, qui n'ont pas forcément eu des super profils quand ils travaillent dans la finance. Et en fait, ils vont réagir à chaud parce que ça fait des vues, ça fait des. Je pense que si vous avez une vidéo, ouais, il se passe rien, ça fait beaucoup moins de vues que effondrement économique. Voilà, c'est. D'accord. On va juste conclure avec trois questions, hormis si vous avez un point supplémentaire à aborder. Ouais. Première question qui m'est renvoyée par notre gestionnaire de direct. En fait, est-ce que 2,8%, pourquoi c'est trop au Japon? Est-ce que ça pourra pas avoir des avantages pour eux sur le plan économique, par exemple, vis-à-vis de leurs dettes ou d'autres. Bah oui, bien sûr. Ouais. En fait, l'inflation, c'est un, comment dire, ça diminue votre dette d'autant. Sauf qu'en fait, on se rend compte que finalement,
Placez-vous au niveau de la France. Quand on a eu 2,6, quelque chose comme ça, je crois, de mémoire, ça a créé les gilets jaunes. Donc là, plus récemment, on a eu un pic énorme. On est encore à, j'ai plus les chiffres en tête, je crois 2,5 ou 2,7. Et c'est encore un énorme problème. En fait, c'est vrai que il faut se dire qu'ils ont une inflation actuellement supérieure à ce que nous on a. Est-ce que nous on est content d'avoir cette inflation-là? Voilà, c'est ça. Alors c'est sûr qu'il y a des effets positifs, ça aide le gouvernement à fermer le budget, mais ça peut aussi provoquer, si vous avez de l'inflation, vous maintenez les taux bas, votre monnaie elle continue de dégringoler, ce qui alimente encore plus l'inflation. Et au bout d'un moment, voilà, la coupe est pleine et il faut se rendre compte que 2,8, c'est pas petit comme inflation, c'est pas rien. D'accord. Et la deuxième question, là, je vous dis, bon, c'est un peu la question amusante, sachant que là, période de campagne américaine, donc que ce soit les démocrates ou les républicains se servent de cette micro-crise pour lancer des boules puantes sur leur adversaire. Est-ce qu'en soi, ça peut avoir un impact sur la campagne d'après vous? Mais là, c'est vraiment, on est hors du champ économique. Alors là, je vais pas répondre parce qu'en fait, j'en sais rien. Et ouais, j'aime pas trop parler des choses que je connais pas. C'est-à-dire que là, c'est connaître les dynamiques électorales. Je pense qu'un politologue est bien placé, un économiste, voilà. Déjà que chacun parle de son sujet d'expertise et ça. Généralement, pour nos auditeurs, c'est bon signe quand quelqu'un vous dit, je ne sais pas, demander à un type mieux calé que moi dans son domaine. Alors, mais en plus, moi, je suis un extrémiste de la sœur de. En fait, je crois que je refuse, mais je crois que mon ratio je crois que ces derniers temps, j'ai dû refuser à peu près 80% des interviews. Ça doit être comme ça. Genre, en fait, ça sort de mon. Non, mais moi, en fait, j'ai une hantise, c'est de dire n'importe quoi. Et il y a un mec sur Internet qui a regardé ce mec qui raconte n'importe quoi. Donc, en fait, c'est mieux de parler de ce qu'on connaît, quoi. Dernière question et on pourra conclure. Est-ce que vous avez des journaux, des sites sur lesquels les gens pourraient s'informer sur l'actualité économique sans tomber dans un extrême ou l'autre? Des journaux juste écrits ou Des journaux écrits, des chaînes Alors explicatives? voilà, donc déjà, j'ai envie de dire, si vous voulez comprendre l'économie et les marchés financiers, en fait, il faut lire l'actualité. Voilà. Donc en fait, vous lisez des journaux d'actualité des marchés financiers et vous allez voir, ah tiens, c'est passé ça, les marchés ont réagi de telle manière. Ça, c'est la première chose. Et en fait, à force de se frotter à l'actualité, en fait, vous comprenez automatiquement, voilà, telle nouvelle provoque ce genre de réaction, telle crise, c'est un peu excessif parce que la dernière fois, il y a eu la même chose. Enfin, voilà. Et alors, en termes de journaux boursiers, en France, je crois que ça n'existe pas. Il n'y a pas de journaux satisfaisants en économie. Donc moi quand j'étais plus jeune, je lisais beaucoup le Financial Times. Donc c'est un bon journal. Vous pouvez lire le Wall Street Journal aussi. Voilà, c'est des bonnes sources d'informations. Après, pour si vous voulez, genre podcast ou TV, vous avez tout ce qui est, je ne sais plus comment ils appellent ça maintenant, mais sur BFM Business. BFM Business, autant BFM, je trouve que c'est un peu merdique, mais BFM Business, c'est un média de qualité. Vous avez leurs émissions genre Intégral Bourse. Sinon, vous avez un journaliste de BFM qui est parti, qui a fait sa propre TV, qui est plutôt bien. C'est Bismart, je crois, avec Smart Bourse. Et ensuite, si vous voulez vous informer dans la réinfosphère de quelque chose de carré, vous regardez l'Institut des libertés là, des deux gaves. Parce que moi, je pense que c'est comme ça. En fait, il faut d'abord s'informer avec les journaux mainstream. Et ensuite, vous regardez les trucs alternatifs pour un peu éclairer votre information. C'est pas à l'envers, en fait, qu'il faut le faire.
Et voilà. Alexandre, on va vous dire merci. On espère vous réinviter prochainement pour des meilleures nouvelles qu'une crise économique potentielle. Et mesdames et messieurs, nous vous remercions d'avoir été présents pour notre émission. Nous espérons que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris des choses. Et nous espérons aussi que vous allez irez voir les autres entretiens qu'a donné Loman sur des médias ou des petits articles qu'il avait rédigés sur des médias francophones. Mesdames et messieurs, bonne continuation à vous et au revoir. Merci pour l'invitation. Dans la dissociété des dysphories contemporaines, il faut garder son esprit critique, soutenir la zone libre, s'abonner à ses réseaux et partager. Dans la société des crises, en dissolution, être dans la zone libre, c'est passer du constat au combat.